Europe 1. 8h13 sur Europe 1, Sonia Mabrouk, vous recevez le président de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale et soutien récent d'Emmanuel Macron. Et ancien ministre, bienvenue sur Europe 1 et bonjour à vous, Éric Merci, Woerth. bonjour. Un défilé du 1er mai marqué par des violences et des dégradations à Paris. On a vu notamment, on vient d'en parler dans le journal, Éric Woerth, cette image d'un pompier bousculé, frappé alors qu'il tentait d'éteindre un feu en marge du cortège parisien. Que reste-t-il de l'autorité quand de telles figures sont attaquées dans notre pays ? Il reste la police, il reste la justice, il reste une condamnation, il reste des arrestations. Évidemment, c'est inacceptable. Le ministre de l'Intérieur, d'ailleurs, l'a dit, et je pense que la plupart de nos concitoyens considèrent ça comme tout à fait inacceptable. C'est des voyous, c'est des casseurs qui s'infiltrent dans des manifestations. Dieu merci, il ne faut pas mélanger les choses. Oui, mais faut à pas chaque mélanger, fois, évidemment. à chaque manifestation, oui, les vous Black Blocs, remarquerez. on le sait, on le voit, Gérald Darmanin condamne, mais comment expliquer cette répétition à chaque fois Vous du avez même raison, film ? probablement c'est difficile de les arrêter, de les identifier. Enfin, un certain nombre le sont. D'ailleurs, il y a des condamnations systématiquement en marge des manifestations ou après les manifestations. Tous les pays y sont confrontés. Regardez les manifestations dans d'autres pays. Il y a aussi des faits de violence extrêmement puissants. Le ministre de l'Intérieur, d'ailleurs, l'a dit, il y a des étrangers, il y a des gens qui se promènent, qui en font profession, en fait, Contrôlons qui se nos promènent d'un frontières, pays. contrôlons davantage nos frontières. Oui, mais il faut contrôler les frontières contre ceux qui n'ont pas à rentrer dans nos propres pays. On le verra, c'est un vrai sujet qui concerne bien sûr l'Europe et puis les États dans l'Europe. Mais on ne peut pas évidemment laisser perdurer cela. Cela dit, les commentaires qui sont faits par Monsieur Mélenchon ou quelques autres de cela sont des commentaires qui sont assez inacceptables. Quand il laisse sous-entendre clairement qu'il y a un laisser-faire finalement de ces casseurs, cette ultra-gauche. Il laisse entendre qu'il y a une manipulation du pouvoir. Enfin, c'est encore un système complotiste qui s'exprime au travers de sa voix, alors que lui-même n'a jamais été très clair sur, au fond, la place qu'il considère que doit avoir la police dans un État comme le nôtre. N'a jamais été très clair. Quand vous dites pas très clair, soyons nous-mêmes clairs sur ce point. Ça veut dire que vous estimez, vous, Éric Woerth, que le leader de la France insoumise est complice idéologiquement de ces casseurs ? J'emploierais pas le mot de complice, mais enfin, en tout cas, parfois, la manière de s'exprimer en ce qui concerne la police, la façon de commenter les actions de la police, qui est toujours au fond coupable de tout, avec Monsieur Mélenchon. L'idée qu'une police, elle est mieux quand elle est désarmée que quand elle est armée, c'est-à-dire qu'on lui retire de la puissance, que la police d'un État républicain, doit être à peu près la même chose que la police d'un État qui n'est pas républicain. Enfin, on voit bien qu'il y a des dérives idéologiques concernant l'exercice de l'autorité en France qui sont inacceptables et que M. Mélenchon en est le premier propagandiste. Ces violences et ces tensions, elles existent, on l'a dit presque désormais, à chaque manifestation. Qu'est-ce qu'elles préfigurent d'un quinquennat dans la même veine, tendu, mouvementé, bousculé ? En tout cas, il y a énormément de pression en ce début de nouveau quinquennat, enfin encore qu'on n'est pas encore dans le nouveau quinquennat, puisque ce sera au moment où le président numéro 1 passera le pouvoir à Monsieur Macron numéro 2, donc c'est sans doute dans quelques jours. En tout cas, il y a beaucoup de pression et je trouve une pression presque anormale. De la part de qui ? Vous avez vu ce matin dans les de la Échos, société, dans l'ensemble les syndicats, Laurent Berger qui affirme attention, la société française est fatiguée. Vous qui êtes vous êtes un réformateur. Comment est-ce que le président Macron 2 va réformer, parce qu'il est urgent de transformer le pays sans hystériser ? En tout cas, il y a quand même à l'issue, mais c'était le cas dès le dimanche soir de l'élection. J'avais rarement vu ça. À quel point il y avait une volonté d'en découdre. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'un certain nombre de personnes avaient voté pour M. Macron au deuxième tour et voulaient s'éloigner immédiatement de ce vote et mettre une pression quasiment qui équivalait à un vote inverse. Donc c'est assez complexe alors qu'on est devant un mur de réformes à faire, devant un pays qu'il faut accompagner dans sa transformation, évidemment sur le plan social. Mais la vraie réponse, elle est d'abord dans la réforme de fond de la plupart de nos politiques. Adapter notre mode de croissance à l'écologie, mais en même temps augmenter notre potentiel de croissance. On va en parler, bien. Mais tous ces sujets sont fondamentaux. Mais sur la table, en tout cas, il y a un moment donné, ce qui est vrai, c'est qu'on met beaucoup de pression sur M. Macron avant qu'il ait commencé son deuxième mandat. On le met en cause, au fond, souvent de manière assez anormale. Moi, je crois qu'il faut aussi qu'on fasse très attention au fait qu'il y a quand même beaucoup de monde qui a voté pour Emmanuel Macron au premier tour. Il faut aussi tenir compte de l'expression des gens qui sont
matin. majoritaires dans ce pays et qui, au premier tour, ont voté et placé M. Macron très nettement Vous êtes en train de nous dire ce matin, il ne faut pas qu'il recule, il ne faut pas qu'il cède aux pressions, parce que vous qui êtes un réformateur, je termine ma phrase, je suppose, vous l'homme de droite, que vous souhaitez la réforme des retraites, que vous souhaitez évidemment que les comptes publics soient rétablis, vous attendez aussi le président, vous qui avez rejoint la majorité sur ces points-là. Non mais moi je mets aucune pression sur le président de la République. Mais vous avez des attentes quand même. Mais évidemment que j'ai des attentes comme tout électeur et comme tout responsable politique. Tout le monde a des attentes. On veut que notre pays fonctionne mieux et on veut que les Français soient plus heureux. C'est ça quand même la base même de l'action. Mais Emmanuel Macron, il a été élu pour cela. Moi je l'ai soutenu pour cela et je le crois sincèrement réformateur. Pour cela, vous êtes sûr ? Bien sûr qu'il il a été élu sur son projet présidentiel. Oui, aussi, oui. Mais enfin, quelle drôle d'idée de considérer qu'il faut faire la différence entre la personne et son projet. Évidemment, son projet présidentiel, il existe. C'est celui qui a recueilli 28%. Parce qu'il a changé dans l'entre-deux tours. Mais il a très peu changé, pardon. C'est un projet très détaillé. C'est un projet qui s'est exprimé au premier tour et entre les deux tours, s'est approfondi dans un débat. Il y a eu un débat extrêmement approfondi entre les deux tours, dans un contexte extrêmement, dans un contexte mondial, dans un contexte national extrêmement compliqué. Enfin, cette idée qu'il n'y aurait pas de projet, c'est quand même un peu incroyable. On dit qu'il y a une plasticité du projet qui est réelle. Il y a une plasticité de la vie, évidemment, qu'il faut adapter. Dans les deux tours, vous avez dû vous dire qu'est-ce que je fais dans cette majorité avec un programme aussi teinté de vert. Mais pardon, j'étais à Marseille. J'y étais à Marseille. J'ai rien trouvé à redire. Vous avez peut-être une plasticité aussi importante. Peut-être, j'en sais rien. Mais il vaut mieux être plastique que rigide. La rigidité, ça veut dire qu'on casse la société en deux. Il faut aussi entendre ce que disent nos compatriotes, sinon ça marche pas. La démocratie, c'est ça. Et évidemment, il fallait prendre en compte les résultats du premier tour pour permettre au débat du second tour d'être un vrai débat du deuxième tour. Enfin, l'idée qu'il faut sauver notre modèle de système par répartition est une idée fondamentale. Et évidemment, là, je joue. Mais la méthode, c'est-à-dire la concertation. Mais avec qui je vous montre, je le dis à nos auditeurs, je vous montre la une des Échos avec Laurent Berger. Faut juste laisser le temps à un nouveau président, un nouveau Premier ministre, un nouveau gouvernement d'arriver. Il y a la pression positive et la pression négative. Aujourd'hui, on est en train de mettre une pression négative sur le futur gouvernement. C'est une drôle de manière de faire. Vous me dites la méthode quand les syndicats ce matin vous disent non, attention, on n'avancera pas comme ça, pays fracturé, archipélisé, fatigué. Mais le résultat, et je pense l'expression de nos concitoyens au moment de cette élection, même si elle est compliquée à décrypter, c'est pas l'immobilisme à tout prix. C'est pas de ne rien faire. C'est pas de laisser aller. C'est pas de laisser aller la France quand tous les autres pays bougeront. Nous devons prendre notre destin en main. Et l'immobilisme n'est évidemment pas une option. Alors à partir de ce moment-là, est-ce qu'il faut de la brutalité pour réformer ? Évidemment non. Est-ce qu'il faut ne pas parler ? Évidemment non. Alors vous allez me dire la pédagogie, ce qu'on entend depuis 15 ans. Non, alors je dirais pas ça. Est-ce qu'il faut faire en sorte d'entendre les corps intermédiaires ? Évidemment oui. Entendre les citoyens, évidemment oui. Tout ça va de soi. Non mais là on enfonce une porte ouverte. Qu'il faille entendre les syndicats, ça nous paraît évident. Non, ce qui serait original, ce serait de le faire. C'est pas une porte ouverte. C'est au contraire une méthode absolument fondamentale. Si vous voulez faire des réformes fondamentales, il faut des méthodes absolument. Il faut une méthode de démocratie, mais il faut aussi pouvoir décider. C'est-à-dire que la méthode de la concertation ne doit évidemment pas allonger le processus ou trop allonger le processus de décision, parce qu'il est urgent d'investir, il est urgent de rétablir nos finances publiques, il est urgent de réformer les retraites, il est urgent de faire plus d'économies, plus de croissance, et il est urgent évidemment d'atteindre l'objectif de plein emploi. On va en parler de la croissance parce qu'elle est bien mal en point. Il est vrai partout ailleurs, mais aussi en France. Mais tout d'abord, un bloc compte bien peser pour infléchir la politique d'Emmanuel Macron, mais pas du tout dans le sens que vous souhaitez. C'est le bloc de gauche, avec désormais un accord donc cette nuit entre Insoumis et Europe Écologie Les Verts. D'abord, comment vous le qualifiez, cet accord qui prévoit notamment la sortie du nucléaire, l'ISF climatique, l'abrogation de la loi travail, El Khomri? Moi, je sais pas, j'ai du mal à... C'est des accords de parti, c'est des accords de politique aérie. Qui préfigurent peut-être d'autres choses en vue des législatives. Elle voudrait préfigurer, selon le parti hégémonique de gauche qui s'appelle les Insoumis, c'est-à-dire avec à sa tête M. Mélenchon, elle préfigure l'idée que M. Mélenchon pourrait gagner l'élection législative et avoir le groupe le plus important à l'Assemblée nationale. C'est ça le but. Idéologiquement, il n'y a aucune cohérence.
cohérence, aucune cohérence. D'ailleurs, les socialistes ont bien du mal à y rentrer, parce que quand on leur demande de dénoncer des traités qu'ils ont eux-mêmes contribué à signer, ça devient un peu compliqué. Vous avez même parlé de trahison, s'il y avait un accord avec les socialistes. Vous maintenez ce mot trahison ? Oui, c'est trahison à l'idéologie qui est celle, ou aux idées qui sont celles du Parti socialiste, tel qu'on peut le connaître. Vous ne pouvez pas être socialiste et anti-européen. Ça ne marche pas. Monsieur Mélenchon, il est anti-européen. Il peut dire ce qu'il veut, mais il est anti-européen. Il est pour la désobéissance, dit-il. Vous voyez pas de nuance. Être désobéissant vis-à-vis de l'Union européenne, c'est être anti-européen. Mais ça ne veut rien dire. C'est des paroles politiques. À un moment donné, vous avez beaucoup de partenaires. Il faut discuter avec eux, sinon ça ne marche pas. Si vous voulez régenter l'Europe tout seul, vous irez la régenter ailleurs, mais pas en Europe, parce que ça ne marche pas comme ça. L'Europe est formidable. L'Europe est une des solutions fondamentales pour faire en sorte qu'on vive mieux en France. Donc cette Europe, il faut la cultiver. Cette Europe, il faut en discuter. Mais il faut évidemment décider, et il faut aller vers plus d'intégration. On n'a pas besoin de l'idolâtrer. On peut quand même la changer de l'intérieur. Mais personne ne l'idolâtre. Alors vraiment, si on l'idolâtrait, ça se saurait. Mais il faut, en tout cas, c'est un beau projet, le projet européen depuis longtemps. Il y a c'est très difficile à créer parce qu'on est très nombreux. On voudrait que l'Europe ait les mêmes puissances d'un État sans l'être vraiment. Donc c'est pas possible. Donc il faut au contraire aller vers plus d'intégration européenne et y aller ensemble. Bien, j'entends. Vous avez dit trahison, c'est les socialistes se mettaient d'accord avec les insoumis. Certains, je dirais certains, Monsieur Woerth, qui vous écoute ce matin, disent quand vous passez avec armes et bagages pendant la campagne chez Emmanuel Macron, ça va dans le bon sens. Quand d'autres se réunissent, ils trahissent. Mais parce que derrière tout ça, il y a des idées. Mais derrière tout cela, il y a des idées. Moi, je parle pas de manœuvre d'appareil. Vous pouvez quitter LR sans trahir les idées de LR. Enfin, heureusement. Enfin, cette rigidité, cet rétrécissement de l'esprit est extrêmement inquiétant dans un monde qui a besoin de boussole, de repères. Il faut évidemment être conservateur. Il faut conserver le mieux de la société française. Il faut conserver ce que nous sommes. Mais enfin, il faut le faire évoluer. Donc, je suis toujours très étonné de voir à quelle rapidité on manie aujourd'hui l'injure. Ça doit être les régimes, ça doit être les réseaux sociaux sans doute, mais c'est pas très grave. Moi, ça glisse comme sur les plumes d'un canard. Ce qui est très très important, c'est d'être cohérent sur le plan idéologique. Mais alors pourquoi, sinon vous ne réformez jamais un pays. L'incohérence conduit au chaos. On vous entend, mais pourquoi vous estimez que la droite n'a plus de raison d'être? Pourquoi en dehors d'Emmanuel Macron, point de salut? Vous le pensez, j'ai jamais dit ça. La droite, elle existe au sein LR. Mais LR n'a pas le monopole de la droite. LR est un parti politique issu de la droite qui doit défendre des convictions ouvertes sur le monde dans lequel nous vivons. Moi, j'ai considéré que LR, au contraire, rétrécissait son champ dangereusement, son champ de réflexion. Mais on peut être indépendant du macronisme et du lepénisme et exister. On peut être de droite en quittant LR et peut-être un jour en le rejoignant à nouveau parce qu'LR aura changé, parce qu'à un moment donné... Et puis à un moment donné, il faut faire aussi attention. Quand il y a 4 ou 5% de gens qui votent pour un parti, c'est qu'il y a un petit problème. C'est qu'il y a un tout petit problème. Et que si on ne veut pas regarder ce problème, eh bien on va au contraire l'aggraver. Les fossoyeurs de LR sont ceux en réalité qui l'ont conduit à ce niveau-là. LR ne peut pas être uniquement un parti régional ou un parti départemental. C'est très bien, il y a plein d'élus formidables et je les salue, ce sont des amis. Mais enfin en même temps, LR devrait être un parti national. Et aujourd'hui, LR n'est plus un parti national. C'est pour ça que vous avez décollé l'étiquette. Elle porte malheur. Il faut l'éloigner pour les législatives. Mais moi, je n'ai pas décollé l'étiquette. J'ai eu le courage. Vous êtes sous la bannière majorité présidentielle. J'ai le courage de dire non. Moi, je ne suis pas une brebis qui suit le troupeau pour aller dans le gouffre. D'accord, Monsieur Woerth, mais la brebis, quelle étiquette nous devons participer à la reconstruction, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, en tout cas à la réforme du pays. Et nous ne sommes pas des observateurs de la vie politique. On n'est pas en train de distribuer des bons points à tel ou un tel. Nous devons prendre nos responsabilités. Et LR, et les idées de LR ont tout à fait leur place dans une majorité bien plus large. À ce moment-là, à un moment donné où la France a besoin de changer. Et les sociodémocrates ont évidemment aussi leur place. Avec quelle étiquette partez-vous dans cette bataille? Majorité présidentielle. Bien, donc je vous posais, est-ce que le logo LR porte malheur? Non, mais la majorité présidentielle porte bonheur, au contraire. Moi, je pense que la majorité présidentielle, c'est de donner au président les moyens d'exercer la réforme et la transformation de notre pays. Évidemment, en étant dans une politique évidemment profondément sociale, mais en réalité, une politique sociale, c'est d'abord créer les conditions de la croissance qui permettent le plein emploi, qui permettent aussi d'augmenter les salaires et le pouvoir d'achat des Français. Croissance nulle pour le trimestre. Bien sûr, il y a les conséquences de la guerre en Ukraine. Dette de l'État, 2800 milliards. Déficit public, 160 milliards. Et dans le même temps, le président ne compte pas augmenter les impôts. Donc comment faire? Est-ce que c'est un tour à la Gérard Majax?
Non, il n'y a rien de magique malheureusement là-dedans. Nous devons absolument recréer les conditions de la croissance. Mais comment ça ne se décrète pas, mais monsieur parce qu'il faut Woerth, elle s'arrache réformer. pas avec les Mais ça dents. ne se décrète pas, ça se légifère. Il faut augmenter la capacité de notre pays à croître. D'ailleurs, la transformation écologique est un facteur de croissance. Le plein emploi est un facteur de croissance. Nous devons en France travailler plus. Ça veut dire quoi? Travailler plus, c'est-à-dire que le nombre d'heures produits par notre pays est équivalent à la richesse produite par notre pays. Donc il y a moins de chômage dans notre pays. C'est une catastrophe le chômage en France, sur le plan personnel, sur le plan humain et sur le plan économique. Réduire le chômage, on est en train de le faire. Le président est en train de le faire. 15% de moins de chômeurs. Les entreprises sont en train d'investir. Je sais bien que la consommation n'est pas là, mais les entreprises sont en train d'investir. On doit construire le monde de demain. Et le monde de demain, c'est plus de croissance mieux répartie et une croissance plus verte. La foi du nouveau converti macroniste. C'est pas la foi. Non, vous ridiculisez pas tout. Du tout. C'est pas du tout cela. Il n'y a aucun nouveau converti. Je suis converti à mes propres idées. Je les fais évoluer comme tout le monde. Dieu merci. Les gens qui changent jamais d'idée, en général, ils ont un tout petit problème. Il faut ouvrir les yeux. Il faut regarder la politique de l'autruche n'est pas une option pour notre pays. Eh bien, ouvrons les yeux. Continuons à les garder grands. Soyons lucides. On vous remercie pour votre plasticité, Éric Woerth, puisque c'est le mot qui restera ce matin. Merci Sonia Mabrouk. Bonne journée à vous.